Oups, salut les modernos, je croyais avoir le temps de me faire un café, mais en fait non, le compteur était déjà à zéro. Bonjour, 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 Bajned. Comme on dit ici, alors certains pensent que c'est peut-être un cri de ralliement à une secte millénariste. Pas du tout, c'est un cri du cœur, un cri de joie, un cri rabelaisien du mange la vie de Gérard Larcher. Ce tweet qui est devenu le cri des ralliements des modernos, la meilleure commu de Twitch. Franchement, c'est la meilleure façon de dire bonjour finalement. Et je vois que certains d'entre vous sont très déprimés en se disant ça y est, c'est foutu, 5 ans avec Macron qui est, qui fait alliance avec le Rassemblement National. Comment on va faire pour s'en sortir ? Comme d'habitude, on va dénoncer les voisins et puis planquer du saucisson. C'est ce qu'on sait faire en France le mieux, donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer à partir du moment où vous avez du saucisson et des voisins à dénoncer. En tout cas, vous allez voir ce matin un petit extrait de notre Présirois quand il était jeune, quand il était candidat, quand il parlait de ces somnambules du XXe siècle ou du XXIe, je ne sais même plus. Tout ça, c'était il y a longtemps. Merci à tous ceux qui s'abonnent pendant que je cause. Vous pouvez bien sûr partager le lien de cette revue de presse qui a lieu tous les matins ou presque à 9 h sur Twitch. Vous abonner bien sûr via Prime ou bien nous suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. En parler à vos amis. Vous mettre nu au balcon et taper sur des casseroles pour remercier les soignants et aussi ceux qui vous offrent chaque matin cette revue de presse. Pourquoi pas nu, ça c'est aléatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça aurait plus de gueule que simplement taper sur des casseroles. Il tape sur des casseroles pour remercier les soignants. Maintenant, s'ils sont plus vaccinés, ils sont vraiment trop chiants. Il les montre du doigt, il dit que c'est des méchants. Il tape sur des casseroles, il a voté Macron. Alors, bien sûr, le titre vieux macroniste, toujours en préparation. Je vous ai fait lecture hier de quelques paroles de cette chanson qui va être le tube de l'été. Et c'est le moment de souhaiter un joyeux anniversaire à quelques vieux macronistes, ceux qu'on adore, ceux qu'on préfère. Et c'est Alain Finkielkraut, 73 ans, Laurent Geoffrin, 70 ans aujourd'hui, et Jean-Yves Le Drian, 75 ans. Joyeux anniversaire à tous ces vieux macronistes. Sans eux, le monde n'aurait pas ce goût un peu amer, un peu salé, un peu ce goût d'andouillette. Ça sentirait peut-être plus la fraise. Bon, en tout cas, la fraise, je ne sais pas. Avec cette postiche de Larcher, ça devient... Qu'est-ce que vous dites ? Oui, on en arrive là, ouais, on en est arrivé là. Il faudrait dire à Timmy de faire plus de fautes d'orthographe dans le bandeau. Pourtant, j'en fais, mais bon, écoute. Salut Alargnon. Oui, on a un stagiaire qui fait le bandeau maintenant. Mais alors, il y en a qui aiment le bandeau, il y en a qui n'aiment pas trop le bandeau. Le Rivotril sans la fraise, je ne savais pas. En tout cas... Vieux macroniste, il faudra chanter 10 fois par semaine. Ça deviendra peut-être même le générique, qui sait, du monde moderne. En tout cas, ah oui, si vous avez vu hier, bien sûr, la Warmongers, la fauconne américaine, qui explique que c'est bien quand même de faire la guerre mondiale. Ils veulent pas la guerre mondiale en Europe, ils sont bêtes. On va bien sûr parler aujourd'hui, ce matin, du renforcement de l'OTAN, des banquiers centraux, Christine Lagarde et tous les autres qui... Ah oui, l'inflation, on a raconté un peu n'importe quoi. Non, vous mentiez, comme tout le temps, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ceux qui traversent la rue, ceux qui ne traversent pas la rue. Allez, on commence peut-être avec cette vidéo d'Emmanuel Macron qui date, je crois, de 2017, lorsqu'il était candidat et qu'il fustigeait ceux qui voudraient voter pour l'horreur du Rassemblement national. Aujourd'hui, il fait alliance avec son camp, évidemment, pour garder le pouvoir. C'est important, le pouvoir, vous allez voir. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du XXIe siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Ah là 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 là, tout ça c'est les archives, ça fait du mal, comme tous les ministres qui racontaient qu'il était très méchant, qu'il était nul Macron, que c'était n'importe quoi.
la gestuelle, la petite voix qui part comme ça. Il n'y a rien qui va. Et puis derrière, je ne sais pas si vous avez vu derrière ceux qui agitent les drapeaux. Oh, je suis en train de m'étouffer dans mes glaires. Excusez-moi. Attendez, je vous fais la petite photo de ceux qui agitent les drapeaux quand même. Parce qu'on a affaire à des bons macronistes. Ah, mais ils sont cachés par les drapeaux, quel dommage. Alors, allez, on va mettre ça, regarde. Ça, c'est joli. Et voilà. Alors là, je vous... Oh putain. Ah, vous savez qu'on aime se faire du mal tous les matins ici à cette revue de presse. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, après tout, ça permet de tenir apparemment. Quand vous êtes déprimé, vous dites « Ah non, mais ça me fait marrer. » Bon, et puis voilà, pensez toujours que vous avez peut-être toujours un petit voisin à dénoncer, toujours une petite valise de saucissons à planquer dans les coins et que ça se passera bien. Regardez, voilà. Oh, et derrière, j'ai mon petit drapeau, moi je suis trop content. Bon allez, casse-toi. C'est terrible quand même ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc on a bien sûr le RN qui a la vice-présidence de l'Assemblée nationale, mais ils ont un groupe parlementaire. Donc c'est après tout normal, c'est la vie politique du pays. On en est là. Et puis on a 2 questeurs hein, qui ont été récupérés. Éric Ciotti et Éric Woerth. Alors c'est marrant parce que tu te dis mais quand même, il y avait du choix quand même, non? Bah non. Éric Ciotti, il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics à la suite du signalement d'Anticor en septembre 2019, accusé d'avoir utilisé indûment des moyens du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et puis Éric Woerth, on ne le présente plus, hein, c'est le copain de Mamie Zinzin, Liliane Bettencourt. File-moi un peu de cash s'il te plaît, mamie. Et puis aussi mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne électorale, trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il a reconnu avoir distribué plusieurs dizaines de milliers d'euros d'argent liquide d'origine anonyme à des salariés de la campagne. C'était des petites primes en argent liquide. On en parle bien sûr dans L'homme qui tua Muammar Kadhafi. Quelle indignité. Et puis voilà, vous connaissez tous ces Nicolas. Non. Faux témoignage. C'est un beau livre. Depuis 25 ans, dans un contexte de contraction de nos richesses, nous refusons de faire des choix. À force de promettre d'aider tout le monde, on aboutit au résultat de ne plus aider réellement personne. La prime pour l'emploi en est à mes yeux le meilleur exemple. On distribue à pas moins de 8 millions de bénéficiaires. Bon là, on va avoir le chèque. Tu sais, on est passé de la prime à l'emploi au chèque pour manger. C'est que la France va bien. Hein. Non, on n'est pas en train de dégringoler. Non, tout va bien. Hein. Non, mais ça va. Elle a fini par perdre sa signification. Nous sommes englués dans la création et l'application de statuts. Statut de RMiste, statut de la mère isolée, statut du chômeur en fin de droit, statut du jeune, de la personne handicapée, statut de l'enseignant, de l'artisan, du fonctionnaire. Nos services sociaux passent leur temps à déterminer qui a droit à quoi. Putain, il y a des gens qui achètent ces bouquins. Et ça coûtait 110 francs à l'époque. Regardez, c'est incroyable. 110 francs. C'était en francs encore. Non, parce qu'évidemment, je les achète. J'achète ces bouquins chez Emmaüs. Hein. Ça vaut 1,50 €, je ne sais plus, mais 1 € celui-là, voilà. Mais il y a des gens qui les ont achetés 110 francs à l'époque. Ah, dis donc. Ah bah, dis donc. Ouais, au poids. Vous m'en mettez une brouette de Sarko. Et puis mettez-moi une brouette de Balladur aussi, voilà, on est bien. Des mecs. Et puis, vous me mettrez un camion d'Atali, parce qu'il y en a plein aussi. Et des Alaminck, vous m'en mettez 12. Vous faites une promo? Très bien, je les prends aussi. Non, ça c'est lui, voilà. Allez, on commence la revue de presse. Je lis rapidement quelle bêtise vous dites, faut refaire l'isolation. Fossoyeur de l'hôpital, évidemment, avec Roselyne Bachelot, bien sûr. Il a perdu même à 1 €, je le laisse. C'est pour la bonne cause. Hein, c'est dans les... Ça va. C'est pas... Puis moi, j'en ai besoin parce que après, je vous fais lecture de quelques moments choisis quand même. C'est pas mal. Hein. Ah oui, hier, pour la vidéo de Macron qui interpelle Biden, bien sûr, elle était dans votre revue de presse préférée. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Nous sommes à 738 abonnés. 739 maintenant. Alors, commençons cette revue de presse si vous le voulez bien. Un peu de calme.
Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible dans le procès des attentats du 13 novembre. Alors ça veut dire qu'il passera 30 ans en tôle sans moyen de sortir avant. 30 ans à jouer à la PlayStation, nous dit-on. Peut-être va-t-il aussi lancer un Discord, ou je sais pas. 30 ans, je sais pas s'il sera 30 ans à l'isolement. En tout cas, il a raté le paradis avec les 70 vierges en n'en faisant pas exploser sa ceinture d'explosifs. Cet abruti, membre du commando, le dernier vivant des commandos du Bataclan et des attentats de Paris. Voilà, justice est passée. C'était surtout hier que la presse en parlait. Ce matin, on revient simplement sur les condamnations et le sentiment que, bon, certes, les débats étaient de bonne tenue, mais voilà, bon, ça ne fera pas revenir les morts ni réparera les blessés. Un peu, mais pas trop. Mais 30 ans en tôle, bon, c'est toujours ça. Alors, non, l'image n'est pas fixe. Non, tout va très bien. Il n'y a plus de glaçons. Ah bon? Le Parisien aujourd'hui en France, qui a bénéficié de l'élection pour booster ses ventes apparemment, c'est le journal qui appartient à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, le Français le plus riche du monde, le propriétaire de la marque Brigitte et Emmanuel Macron et de LVMH, le propriétaire heureux aussi d'un jet bombardier Global 7002 qui lui a coûté 72 millions d'euros. Et comme maintenant sur Flight Radar, on peut traquer les différents voyages de Bernard Arnault en jet, on s'est rendu compte qu'en un mois, il dépensait en CO2, en carbone, ce que dépensait un Français moyen en 27 ans. Alors pour ne pas être vu, il voyage incognito en louant des Airbus, des petits Airbus privés. Comme ça, il a pu aller à Dijon pour aller voir un de ses domaines viticoles, tranquillou, en Airbus depuis Paris. Bon, c'est en train, c'est 1h30. Mais bon, Bernard Arnault et le train, ça fait 2. Vous savez, dans les gares, on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, mais on ne croise pas d'oligarques dans les gares. Non, ils préfèrent quand c'est VIP, quand c'est privé. Et rien de tel que monter dans son jet depuis sa limousine, plutôt que de prendre un train. Mon Dieu, quelle horreur! Voilà. Et alors, donc, pour revenir au Canard à Nanar, donc le Parisien aujourd'hui en France, il vous explique que les travaux, c'est l'enfer à Paris. Et je confirme, c'est proprement invivable. Il y a plus de 9496 chantiers en cours dans la capitale, selon le décompte du Parisien. Ça cache Paris, on peut dire, mais au-delà, il faut plus de 1h30 pour faire des trajets qui en prennent normalement 20 ou 30 minutes. Tout est bouché, il y a des travaux partout. Alors c'est pour les Jeux Olympiques, c'est pour la voirie, c'est pour ce que vous voulez, mais Paris, ça ressemble plus à rien, à part un embouteillage géant et un chantier géant avec le bruit qui va avec tout. Enfin, voilà, c'est un peu pour ça aussi que je me suis barré, parce que c'est devenu globalement invivable. Alors courage aux Parisiens, chaque matin c'est un sport de combat, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Article aussi très drôle, bien sûr c'est l'édito de David Doucan dans Le Parisien. Un seul Ferrand vous manque, tout est dépeuplé, c'est Richard Ferrand. Richard Ferrand qui devait rempiler au perchoir si tout se passait bien, et puis patatras, les Français l'ont viré dans les urnes. Alors, c'est tout compliqué. Les grognards du macronisme ne sont plus très nombreux. Les premiers à avoir quitté la scène sont ceux qu'on appelait les Mormons. Ces jeunes conseillers et élus qui portaient le fer pour leurs patrons, Sibeth Ndiaye, Griveaux, Sylvain Faure, bien sûr, les deux auteurs du bouquin sur le progressisme aussi formidable, Émilien et Amiel. Alors eux, ils sont toujours là dans l'ombre à être conseillers de Macron. Est-ce que vous osotez bien là? Est-ce que ça va? C'est super, monsieur le président, vous osotez parfaitement bien. Bon, alors, est-ce que vous osotez contre le fascisme ou le progressisme? Celles et ceux qui sont pour le fascisme ou le progressisme? Monsieur le Président, c'est parfait, ne changez rien. Mais j'ai rien dit là. Non, mais cette phrase est parfaite, ne changez rien. Bon, d'accord, c'est super, ils sont super. Voilà, au tapis, battu dans les urnes. Il reste Stéphane Séjourné, le président du Groupe Renew au Parlement européen. Mais c'est différent, il est tout jeune, commente laconique un habitué du pouvoir qui s'inquiète. L'impression de flottement au sommet de l'État découle-t-elle d'un isolement du président? Non, Joe, Mr. President, Joe. Je suis en chemise, regardez. Non, j'ai appelé Brigitte là pour les courses. Du coup, toi, t'es plutôt choucroute ou plutôt cassoulet? C'est pour demain midi. Ah, tu viens pas manger?
Et là, t'as le conseiller sécurité de Joe Biden qui fait « Non mais casse-toi, s'il te plaît. T'es gênant, casse-toi. » Ça va, si on peut plus parler à ses copains, c'est dingue. Alors, je reprends l'article, excusez-moi. Mais en tout cas, ces derniers jours, le nom de Richard Ferrand revient beaucoup dans les conversations. Pièce maîtresse du dispositif politique depuis les origines de l'aventure en 2015-2016, Ferrand était l'un des rares érudits de terrain expérimentés pour qui les marchés de Bretagne valaient mieux que tous les sondages. C'était le stratège de la Macronie. C'était lui qui faisait le casting des députés En Marche, première et deuxième saison. C'était lui qui était au perchoir, qui tenait l'Assemblée. C'était les yeux et les oreilles du président Macron. La défaite de l'ex-président de l'Assemblée nationale est d'autant plus douloureuse pour lui qu'il a alerté haut et fort entre les deux tours des législatives sur une campagne sous l'exomile. Il n'a pas été entendu, encore une fois, ou pas assez tôt, et fut l'une des premières victimes les plus retentissantes de la mauvaise performance des troupes présidentielles. Depuis, il ne s'exprime plus et prend du recul. Trop, au goût de certains qui espèrent le voir reprendre du service auprès de Macron sous une forme ou une autre. Alors, il a repris du service auprès de Macron sous une forme particulière, c'était la fête de la musique. Et c'est Richard Ferrand. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est lui là. C'est lui qui, voilà, il a repris du service. C'est après sa tôle. Tu sens que le mec a pas envie de faire la fête. Bon, il est content parce qu'il est encore invité à l'Elysée, mais tu sens déjà un peu au bord du gaz quand même. Et il lâche un peu la rampe là, tu vois. Bon, il a souri, mais le sourire vite disparaît quand même. Voilà, bon, il y a Brigitte qui vole la lumière évidemment. Hop, un petit sourire qui revient. Emmanuel qui fait coucou comme OSS 117. Salut, ça va? Super Michel. Voilà. Donc bon, il a un peu repris du service, mais pas comme les marcheurs l'entendent. Alors ça peut toujours servir, peut-être qu'on va le retrouver dans les bacs, les brouettes de livres chez Emmaüs ou à côté. Je voudrais un Richard Ferrand s'il vous plaît, puis vous mettrez aussi un, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, un Castaner, merci. Alors le président de la République a besoin de lui. Il faut que Richard continue de peser. C'est le père, le frère, le parrain, l'oncle des députés. On a tous un rapport filial avec lui. Ouh, eh ben dis donc, confie carrément l'un des ministres qui se démène en ce moment pour essayer de remplumer la majorité. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un flottement. Il n'y a pas eu de conseil de ministres depuis les législatives, quasiment. Les affaires courantes sont gérées. On attend le nouveau gouvernement Borne. Alors elle ne fera pas de vote de défiance, mais elle fera une lecture un peu de sa feuille de route en disant « Bon les gars, on continue la casse sociale. Et puis regardez, je sais très bien tirer la gueule. Regardez. Lâche-souris. » Voilà, donc ça risque de bien se passer, vous inquiétez pas, tout ça va très bien se passer. C'est la revue de presse du Monde Moderne, bienvenue, c'est à 9h ou presque, ce matin on était à l'heure. N'hésitez pas à partager bien sûr le stream, le lien de cette revue de presse, à vous abonner et à parler autour de vous de ce rendez-vous incontournable maintenant de l'actualité dans notre petit pays maltraité qu'est la France. Alors oui, on va parler bien sûr de rapports forcés avec Damien Abad. Le parquet ouvre quand même une enquête, ça y est, c'est parti. Et on en parle tout à l'heure. Alors, c'est con qu'on leur... Non, nobody, non, on reste zen. Vous savez, les Français ne sont plus un peuple révolutionnaire. C'est devenu un peuple globalement résigné. En se disant, bon, ouais, mais bon, il a un joli costard étriqué, il zozote bien, il a fait des études. Il doit savoir ce qu'il fait. Non, les gars, non, tout ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe, hein. On leur file un pognon de dingue et ça marche pas. Alors bon, faut arrêter. Faisons un audit citoyen de la dette, s'il vous plaît. Savoir où est passée la thune. Où est passée la thune? Les deux questeurs, là, tout à l'heure, Ciotti et Wörth, mis en examen, enfin tous les deux dans des affaires de détournement de fonds, vont avoir droit à un appartement de fonction magnifique à 5000 balles de plus que les députés. Voilà, le problème, il est peut-être un petit peu là. Enfin bon... Et regardez-moi ces deux géants. Regardez-moi ces deux colosses. On dirait, vous savez, c'est comme les méga robots dans Pacific Rim ou dans Gundam. Ouais, c'est deux méga robots géants avec des coups particuliers, des sabres laser et tout ce que vous voulez. Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez.
Ça pourrait faire un super manga en fait. Oui, alors il y en a un qui c'est des Transformers. Il y en a un qui se transforme en coccinelle et l'autre en libellule. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est le mec de Koh-Lanta à droite. Peut-être qu'il y aura... et si LR faisait l'épreuve des poteaux, peut-être ce serait plus facile d'avoir un chef. Hein. Alors, les jaunes. Xavier, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé de mon vélo, mais je me suis rendu compte que j'avais pas mal, donc je suis remonté sur mon vélo et j'ai continué à pédaler. Laurent, pourquoi vous avez trahi? J'ai rien trahi du tout. La région Auvergne. Alors Laurent revient sur la scène en disant que la région Auvergne est la mieux gérée de France. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Le moins de dettes, le plus de profits, plein d'économies, tout va bien chez lui. Il y a des pubs d'ailleurs partout dans la région en disant la région vous aide, la région vous fait des bisous, la région c'est... Bon, tu comprends que la région c'est Laurent, hein. Et donc les deux, sur leur base régionale, sont en train de préparer la suite, c'est-à-dire la jeune garde, avec des micro-partis, des mouvements, soit pour prendre la tête des Républicains, ce parti en déshérence, hein, depuis que Valoche, Valérie Xanax a lâché la rampe. Hein. Donnez-moi 5 millions et j'arrête tout. Et voilà, on t'a filé tes 5 millions, t'as fait une campagne de merde, merci. Et donc ces deux-là sont prêts à se battre pour le parti. Mais alors, c'est toute une question de timing, parce que si jamais tu prends la tête des Républicains et qu'ils se prennent une rouste aux européennes, élection juste avant les présidentielles, ça fout tout en l'air, patatras. Donc il faut savoir quand est-ce que tu vas prendre la tête du parti, à quel moment tu vas faire un truc, et est-ce que tu vas faire un truc. Voilà. Donc le combat des chefs, hein, à suivre peut-être en japonais, sur le nouveau Gundam LR. Incroyable, un manga entièrement dédié à Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, le duel des titans. Ça pourrait être formidable. Désolé, je fais très mal le japonais. S'il y a des gens qui parlent japonais, qui regardent cette revue de presse, je m'en excuse par avance. Allez, est-ce qu'on parle de la 7e vague? C'est l'été, vous êtes sur la plage, des drones sont là pour vous protéger, hein, on ne sait jamais. Et puis vous regardez au loin et apparaît la 7e vague. Alors on n'a pas parlé de la 6e vague qui a eu lieu en avril, où il y avait encore plus de cas de contamination, mais moins de... Enfin, les admissions à l'hôpital, ça reste très très stable. Mais comme c'était les élections, comme tout ça, là visiblement, il y avait un bouton, les mecs ont appuyé sur un bouton en disant... 7e vague. Attendez, il y a quand même la guerre en Ukraine, le climat qui part en vrille, le prix du carburant qui est à plus de 2 euros. Normalement, on devrait tous être dans la rue avec des fourches à aller chercher les patrons de Total. Non, 7e vague. 7e vague de quoi? Mais de Covid. Aïe, 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 le Covid. Oh putain de Sarah, j'avais oublié le Covid. Bon alors voilà, vous êtes vaccinés, vous avez fait vos 2, 3... Pas encore 4 parce que pas assez nombreux, et vous avez rechopé le Covid. Et là, vous dites, mais grâce au vaccin, j'ai fait une forme légère. Ok. Donc voilà, nous ici, vous savez, on respecte les consignes de l'OMS. Il faut mettre des masques tout le temps, partout. Dans le doute, mettez un masque, voilà. Et puis, faites les doses recommandées par la science. Hein, voilà. Vous savez, c'est quand même assez génial. Donc, alors, attendez. Donc, grosse question. Donc, est-ce que ça va nous gâcher? Qu'est-ce que ça va nous gâcher notre été? C'est 75 000 personnes quand même qui ont réservé un créneau pour recevoir une dose de vaccin lundi et mardi sur Doctolib. Alors, ça repart. Hein. T'as l'impression qu'on est 2 ans en arrière. Ou 1 an, je sais plus, quand la Spike Love Potion est arrivée. Donc là, c'est chaîne d'infos. Attention, ça repart. Attention, 50% d'augmentation des cas. Attention, tout le monde le chope. Attention, tous vaccinés, tous protégés, tous... Ouh, non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire la 4e dose. S'il vous plaît. Non, parce que vous n'êtes pas immunisé. Mais j'ai fait le vaccin. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que... ça dure 3 semaines. On ne sait pas, mais bon, ça fait pas de mal. Et alors, vous allez voir, c'est tellement, tellement dingue. Il y a de l'inquiétude qui revient fréquemment, même si certains restent assez mesurés, car ils se disent qu'ils auront peut-être besoin d'une nouvelle dose d'un autre vaccin à la rentrée. Donc, il y a des mecs qui
anticipe déjà la 5e dose. Hein. Bon, là, on a affaire à des champions. Je pense que ça devient un fétiche. Hein. Genre, si je pas ma petite picouse d'ARN tous les 3 mois, je me sens mal, en fait, tu vois. Ça va devenir un tag sur Pornhub, quoi. ARN messager. Putain, là, tu vois des trucs, tu fais non, j'étais pas prêt. Et alors là, attention, c'est sur ce sujet, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, hein, a déjà assuré que s'il s'avère nécessaire d'avoir un nouveau rappel à l'automne, le fait d'en avoir un dès maintenant ne pose pas de problème. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas la dose qui compte, c'est pas le nombre de doses. Hein, allez-y, franchement, c'est offert, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est quand même formidable. Donc Alain Fischer, c'est le mec qui disait quand même que le vaccin avait 95% d'efficacité. Sur 3 semaines peut-être ? Non, plus bien sûr. Donc vaccinez-vous. Suivez bien entendu les consignes de l'OMS. Portez un masque, faites attention à vous, aux personnes fragiles. Lisez bien sûr la presse mainstream, comme on le fait tous les matins ici dans la rue de Presse du Monde Moderne. Regardez BFM avec les yeux comme ça, comme dans Orange Mécanique, s'il vous plaît. Et puis voilà. Hein. Et puis faites-vous fouiller le nez. Voilà, surtout faites-vous fouiller le nez. Alors pas en reste hein, de conneries. Libé, Covid, cachez cette vague. Alors voilà, eux, ils font carrément leur couve sur la 7e vague. Mais pourquoi donc ? Mais parce que c'est la 7e vague, ma bonne dame. Ah ouais, d'accord. Bon, et alors, regardez, ça c'est le début de la 7e vague. Hein, voilà. Donc on n'a pas parlé de la 6e vague, évidemment. Vous voyez, elle est quand même assez haute, hein, c'était en avril, avec, tout qui continue de baisser globalement sur les décès, grâce à la vaccination, évidemment. Hein, voilà. Mais pour le reste, voilà. Tout va bien. Hein. Non, mais je veux dire, à un moment, les mecs, ça fait 2 ans qu'on fait du surplace. Hein. C'est genre, attention, un variant, attention, une nouvelle dose, attention, une nouvelle vague, tous vaccinés, tous protégés. Non, en fait. Non, mais si, parce que tu as fait une forme moins grave, parce que du coup, tu étais protégé contre la forme. N'importe quoi. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Hein. C'est vraiment fatigant. Allez, on passe à autre chose, tellement c'est fatigant. D'ailleurs, je pense que tout le monde va passer à autre chose. Alors, c'est pas tout le monde... attendez, avant de parler de l'affaire Garrido-Corbière et surtout de l'affaire Lagarde, il faut voir qu'aux États-Unis, ça déconne pas du tout. Il y a une vidéo de propagande pour les enfants où Elmo, cette petite marionnette rouge hein, qui ressemble un peu à Timmy, mais en rouge de Sesame Street, va se faire vacciner parce qu'eux, ils sont en train de mettre le paquet sur la vaccination des enfants. En France, ça a fait plouf. Hein, les parents ont dit non. Non, j'en ai déjà fait 2 hein, et j'ai chopé le Covid, donc non. Oui, mais non, mais parce qu'une addiction vaut une infection. Et si Maluret devient le nouveau ministre de la Santé, les gars, il va falloir vraiment qu'on s'organise. En termes de survivance, quoi. Je sais pas comment on dit, mais en termes de... Putain, Maluret, quoi. Le mec qui était à la tête, quand même, du conseil déontologique des EHPAD Corian. Hein. En termes de... Voilà. Non, mais ça promet, quoi. Allez, c'est effarant de voir que ça fait 2 ans qu'on nous raconte la même truc, que ça repart, là ça repart. C'est-à-dire qu'on a fait, alors on produit, on machin, et hop, ça recommence comme si on n'avait rien fait. Non mais si, ça a sauvé 20 millions de vies selon une étude de Moderna. Financé par Moderna. Non mais c'est génial. Non mais je trouve ça génial. J'arrête, parce qu'on va se faire striker encore, parce qu'on dit des choses que l'OMS est d'accord qu'on dise. Hein. Donc voilà, non mais vous comprenez bien qu'il y a un problème, j'espère, hein. J'espère, parce que sinon je sais plus quoi faire là. Oui, sur Noam, mais vous allez tout comprendre. Alors allez, on y va. Non, pas ça. L'ombre de Jean-Christophe Lagarde, et d'un explique, l'ex-flic, c'est Noam Anouar, parce qu'il bosse, figurez-vous, à la mairie de Drancy pour la femme de Jean-Christophe Lagarde, et c'est lui qui aurait balancé la source via Lagarde à Aziz Zemouri, le journaliste du Point, qui a écrit un article de merde sans vérifier la source. Alors la base du journalisme, c'est de vérifier ses sources. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis assez critique avec la parole officielle du gouvernement, parce que c'est de la propagande tout simplement, et qu'il faut aller chercher au-delà de la propagande pour voir ce qui se passe, que ce soit sur tous les sujets de société. Donc là, déjà, un journaliste qui fait confiance à Jean-Christophe Lagarde, et puis l'ex-flic qui balance le truc, c'est proprement scandaleux.
Et ça a fait cette affaire retentissante où tu te rends compte que le journalisme, c'est aussi une affaire de haine. Et cette haine, en fait, voilà, ça c'est Jean-Christophe Lagarde. Au revoir. Fin de règne dans la honte, évidemment, puisque alors lui, il avait organisé un système de clientéliste, pour pas dire mafieux, là où il était élu, et puis Raquel Garrido a réussi à le jarter, donc il l'a très 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 mauvaise, mais c'est un peu un parrain, quoi. C'est le mec, il a peur de rien, il va utiliser toutes les basses solutions pour garder le pouvoir. L'UDI devrait, je sais pas s'ils vont faire quelque chose par rapport à Jean-Christophe Lagarde et ses pratiques honteuses, visiblement pas, mais ces gens-là, avec leur haine de la France insoumise, de la gauche en général, ont fait le lit du fascisme, le fascisme à la Pasolini, le fascisme de la télé en fait. Les bourgeois commentateurs, pourquoi vous avez des Enthoven, des Caroline Fourest, des Barbier, et j'en passe, qui sont là à cracher leur fiel, Nolo, j'oublie, sur Raquel Garrido, Alexis Corbière, la France insoumise. Dès que l'affaire est sortie, ils étaient les premiers à dire « Ha ha, les Thénardier, regardez-moi ça !» Trop heureux de pouvoir taper sur des élus de gauche. Voilà, eux qui sont prêts de toute façon à travailler avec l'extrême droite, puisqu'ils sont déjà fachos dans leur tête, c'est eux qui ont fait cette alliance de l'arc bourgeois qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui va nous taper sur la gueule pendant 5 ans comme du jamais vu. Alors la NUPS, c'est une alliance de circonstances, évidemment, avec des gens qui, je pense, sont pas tous courageux. Donc ça risque de faire un petit feu et pas un énorme feu. Mais bon, on espère qu'ils défendront quand même les gens qui sont dans la merde et qui feront des politiques sociales. On peut toujours espérer, l'espoir fait vivre, me direz-vous. Mais tout ça, quand même, c'est assez moche, quoi. J'aime bien faire des tirades demi-tour. Ça vous fait chier, vous changez de stream. Je fais pas que des tirades, je fais des chansons, je fais des imitations, je fais des mimes aussi. Et puis j'invite des gens aussi. Maintenant que j'ai du réseau, j'ai invité des gens, évidemment. On aura une partie invitée. On va faire de cette matinale un chouette truc, vous allez voir. Pour le moment, c'est encore un peu du bricolage. Ça fait 1 an que c'est du bricolage. Et voilà, donc... l'idée, c'est de passer quand même à un truc pro, faire un open mic. J'ai fait, alors pour les open mic, je fais des space Twitter, mais ça part en vrille, quoi. Elle est géniale, votre œuvre. Merci. Certes, d'aucuns trouvent qu'elle est pas géniale, qu'elle est chiante, mais bon, belle tirade, mec. Lâche rien. Eh ben, merci pour les premiers sur le live. Personne veut discuter, ils veulent simplement leur part du gâteau. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que l'élu de la nation représente... Moi, j'aimerais bien la question pour le bel appartement de fonction. Moi, j'aimerais bien être au perchoir parce que j'aime bien le homard. Je n'aime pas ça, le homard. Je n'aime pas ça. Le champagne me donne des allergies. Ça me fait des ballonnements. Rappelez-vous François de Rugy, quand même. Bon, alors lui, il a quitté la vie politique. C'est dommage. Parce qu'il y avait quand même quelques lol. Et notamment, son petit passage, homard. Bon. Le bricolage de long terme, c'est le meilleur. Oui, c'est pas mal. Le matin, on est trop bien comme ça avec les bugs et tout. Non, les bugs, c'est chiant. Là, quand même, depuis quelques jours, que l'image est bonne, que le son est pas encore trop synchronisé, mais quand même, tous ces progrès technologiques majeurs, est-ce que c'est pas mieux quand même, Alors, il va falloir que j'améliore le son, évidemment, puisque plus je m'approche, plus c'est fort. Donc, il faut que je fasse un truc. Le bandeau un peu moins haut, peut-être. Oui, peut-être, oui. Et peut-être un peu plus long sur l'image. Ok. Non, mais j'ai essayé de calquer ça sur BFM, mais d'habitude, eux, ils ont des trucs genre édition spéciale, machin, tu vois, ils rajoutent des trucs. Là, je peux pas parce que c'est que la revue de presse, donc c'est entre deux. Et puis, il n'y a pas encore le décor derrière. Là, on est sur un désert, mais ça va arriver, ça va arriver. Oui, ça fait Bloomberg. Mais ça vous plaît ou pas, le bandeau? Hier, vous étiez 66% à trouver que ça allait. Aujourd'hui, peut-être que vous dites non, ça fait chier, quoi. Oui, alors peut-être qu'on va le mettre en jaune. Mais le jaune, je pensais que ça énervait plus, en fait. Non, j'avais pas capté le bandeau. Super, Jamy. Manque les éphémérides. Oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Je t'encule. Une bonne fête à tous les Je t'encule. Oui, c'est un prénom. Oui. C'est un prénom du IIIe siècle, absolument, de l'Empire romain. Le stagiaire pourrait troller, oui, ce serait bien.
Les messages sont bons dans le bandeau. Oui, ça peut être encore mieux, je pense. Mais style, moi j'aime pas. Tu poses pas de questions. Fais-toi plaisir. Je vois pas l'intérêt. Manque le cours de la bourse. Ça dégringole. Ça dégringole. Hein. C'est le moment d'acheter des cryptos. Acheter de l'or russe. Ah, ils vont dire non, c'est un agent du Kremlin, évidemment. Non, mais alors vous avez. Non, mais bon, non, mais bon. Les couleurs, ouais, le jaune, oui, j'y ai pensé. Mais est-ce que ce serait pas trop jaune? Vous voyez, hein? Je sais pas. Donc je me suis dit, tiens, en bleu, ça fait, ouais, oui, mais après, c'est vrai que ça ferait une image de marque, ouais. Peut-être un bandeau en bas, un bandeau en haut. Je sais pas. Euh, il faut acheter des obligations. Il faut acheter, mais je sais pas. Je pense qu'il faut acheter surtout des pâtes. Il faut acheter des boîtes de conserve, là. Il faut acheter du tang, comme on le dit ici au monde moderne. Allez, au revoir, Jean-Christophe Lagarde. Oh, mais alors, regardez-moi cette petite tête. C'est Damien Abad. Mais qu'est-ce qui se passe? Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Et oui, la justice a donné suite. C'est une enquête préliminaire après une plainte déposée contre Damien Abad pour tentative de viol par une élue centriste qui veut rester anonyme. Elle explique que le ministre des Solidarités aurait tenté de lui imposer une fellation lors d'une soirée en 2010. Bon, entre les mecs qui foutent de la MD dans la boisson de leurs employés, hein, entre ceux qui montent leur zizi sur Internet, entre ceux qui essayent de violer. Non, les gars, c'est quoi ce problème de bite? Dès que tu vas en politique, en fait, t'as un problème avec ta bite, c'est ça? C'est problématique. C'est vraiment problématique. Donc apparemment, Damien Abad ne fera pas la deuxième saison Borne. Elle veut vraiment le virer. Elisabeth Borne a dit non, j'ai pas signé pour avoir des violeurs dans le gouvernement, donc Darmanin va rester, parce que Darmanin c'est la droite, hein, c'est un homme qui a de l'avenir, hein, il se voit président Darmanin, donc il faut faire attention à lui. Puis une fois que tu es à l'intérieur, tu as tous les secrets sur tout le monde, donc il faut faire gaffe, c'est un poste clé. Abad, non, on s'en fout, c'est les solidarités, donc on va dire écoute Damien, on t'a donné ta chance, hein. Voilà, mais bon, faut arrêter d'essayer de forcer les gens à faire des fellations. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Le phénomène de la petite voix intérieure n'est pas universel. Et non, par exemple, Damien Abad ou Gérald Darmanin, ils n'ont pas la petite voix qui dit « Non, sors pas ta bite, c'est pas le moment ». Eux, ils la sortent direct, pas de petite voix intérieure. Alors, c'est une chercheuse en linguistique et neurocognition, Hélène Lovenbruck, qui vient de sortir un livre sur cette petite voix intérieure. Vous savez, quand on se parle à soi-même, on se dit, par exemple, là, je dis, non, mais tu devrais pas faire cette blague, tu vois. Ou, oh, tu devrais pas mettre ce bandeau en bas. Ou oh non, ne montre pas ta bite. Et hop, trop tard. Tout le monde n'a pas cette petite voix intérieure. Et du coup, ça se passe mal. Alors, la cocaïne, peut-être, inhibe la petite voix intérieure. C'est peut-être ça le problème aussi. En tout cas, on a tous cette petite voix qui te dit de faire attention à toi, qui te dit alors est-ce que j'ai bien noté la... Maggie, c'est elle ma petite voix intérieure. Maggie, viens là, t'es timide maintenant. Je vais la chercher parce que je sais qu'elle vous manque. Et voilà, réclamé de tous, par tous, le chat du monde moderne. Non, elle est très timide en ce moment, je sais pas pourquoi, elle se montre plus. En même temps, vous l'avez pas su, elle est cachée par le bandeau, c'est nul. Bref, ouais. T'as une petite voix intérieure, toi, qui te dit de pas vomir, par exemple, toutes les croquettes, juste après les avoir mangées. Mais oui, je t'emmerde. Hein. Mais lâche. Ah, c'est de la maltraitance. D'habitude, voilà, elle venait parce qu'il y avait plus de place pour se mettre sur la table. Là, il y a moins de place, c'est plus compliqué. Voilà, maintenant t'es là, tu sais où venir. Pauvres animaux. Donc la petite voix intérieure, hein, voilà. Nous n'avons pas tous, pardon, oui. Cette petite voix qui nous permet de ne pas faire des bêtises. Hein, voilà, donc il faut comprendre ceux qui n'ont pas la petite voix. Mais oui, Maggie, mais c'est... Voilà, allez. Les chats, putain.
Voilà, maintenant elle tourne, elle ne sait pas où elle est, mais c'est formidable. Le Figaro qui fait sa une sur le procès pour l'histoire du 13 novembre, mais qui parle aussi Versailles, patrimoine, traversage d'euro. Et puis grande interview de Yaël Braun-Pivet, qui est au perchoir de l'Assemblée nationale. Enfin, alors je vais vous faire lecture, hein. Je n'ai pas à faire le tri entre les députés, nous dit-elle. Alors non, non, elle n'a pas à faire le tri. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne s'engage pas, enfin qu'elle ne parle pas du RN ou quoi que ce soit. Non, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Les Français les ont élus, donc je me démerde avec ce que j'ai. Et voilà ce qu'elle nous raconte dans son interview. Ah, j'ai pas surligné, donc c'est qu'il n'y a rien de bien. Ça n'a pas l'air top en fait. Les Français attendent que nous soutenions leur pouvoir d'achat, d'accord. Que représente le fait que vous soyez la première femme à accéder à cette fonction? C'est un moment important dans le long chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes, une étape décisive sur le plan politique. Il reste encore beaucoup à faire, nous sommes bien conscients, mais le plafond de verre a été brisé mardi par la volonté des députés. C'est un fait majeur. Voilà, croyez-vous en une coalition? Non, fait inédit, 89 députés RN ont été élus. Adopterez-vous un comportement spécifique à leur égard? Emmanuel Macron juge que le RN, comme LFI, n'appartient pas à l'arc républicain. Mon rôle, en tant que présidente, est de veiller à ce que chaque parlementaire soit traité d'égale manière, quel que soit le groupe politique auquel il appartient. Chacun a sa place, car chacun a été élu par le peuple. Je suis garante de cette égalité, et je n'ai pas à faire le tri entre les députés que les Français ont élus. Voilà. Ensuite, que changeriez-vous à l'Assemblée nationale? La composition politique de cette Assemblée nous oblige à travailler différemment. Pour obtenir des majorités d'idées, nous devons nous concerter davantage, en amont, sur les textes de loi. C'est pourquoi je suis favorable à ce que le gouvernement donne de la visibilité nécessaire au Parlement sur son programme de travail sur un an. Alors là, tu vois, Bruno Le Rebond qui va arriver en disant « Bon, on doit faire une politique austéritaire, mais les Français ne doivent pas s'en rendre compte. » Très bien. Gérald Darmanin qui va arriver en disant « Bon, il faudrait qu'on fasse la reconnaissance faciale et qu'on mette des drones sur les plages très rapidement. » Pas de problème. Tous vont dérouler leur politique pour que les députés soient prêts à bien voter comme le président voudrait qu'ils votent. Voilà, ça va être compliqué. Salut tout le monde, salut aux nouveaux, salut à ceux qui arrivent. Un grand bonjour de Maggie qui est là, elle est revenue, voilà, c'est ça que vous voyez battre la mesure au premier temps de la valse. Là là. Pauvre Maggie, ma comparaison déshonore. C'était quoi la comparaison? Ah oui, alors, et puis bien sûr, alors Yaël Braun-Pivet, elle est là parce qu'elle a été une bonne petite soldate de la Macronie en étouffant l'affaire Benalla au moment où c'était une affaire d'État qui risquait de faire capoter le pouvoir macroniste. Bon, là, on a 5 ans de pire. Alors, c'était le sommet de l'OTAN. Et évidemment, dès qu'il y a un sommet d'un truc, il y a Zelensky qui arrive avec son t-shirt. Voilà. Donc là, il est arrivé, comme d'habitude, en t-shirt, en disant « Regardez, ils ont bombardé un centre commercial. » Alors, les Russes disent que c'était pas un centre commercial. Enfin, si, mais qu'à côté, il y avait toutes les armes fournies par les Occidentaux. Du coup, leurs forces aérospatiales de précision ont tapé. Mais bon, la précision étant ce qu'elle est. Voilà. Bon, c'est la guerre, hein, donc ça fait beaucoup de morts. C'est lamentable. Il faudrait que ça cesse le plus rapidement possible. Mais Zelensky il dit justement « J'ai besoin de plus d'armes pour que ça s'arrête plus vite. » Parce qu'il faut regagner tout ce qu'on a perdu. Et donc voilà. Donc l'OTAN, alors la chance qu'on a, c'est que Joe Biden a très envie de faire de l'Europe une colonie intégrée des États-Unis d'Amérique. Et donc il a un super plan. Alors vous allez voir, c'est un super plan. Il faut que je retrouve l'article, excusez-moi. Ah mais en fait, ça ne me garde pas mes trucs soulignés. Merde. Voilà, la protection de l'Europe est quant à elle plus que jamais entre les mains des États-Unis. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi un renforcement de la présence militaire sur le continent avec la création d'un nouveau centre de commandement permanent en Pologne. Alors il y a déjà un centre de commandement permanent en Allemagne, maintenant c'est la Pologne. Tout va bien. L'envoi de 2 destroyers en plus des 4 déjà présents en Espagne. La présence de 2 nouveaux escadrons de F-35 au Royaume-Uni. 3000 soldats supplémentaires en Roumanie. Une présence militaire renforcée en Allemagne et en Italie. En Allemagne, il y a déjà plus de 80 000 GI, je crois, ou 40 000, je ne sais plus. Enfin, c'est un État américain, quasiment, l'Allemagne. Joe Biden a promis de défendre chaque pouce du territoire européen s'il le fallait. Jens Stoltenberg, assis à côté de lui, s'est réjoui d'un leadership décisif. Et face à la menace russe,
Jens Stoltenberg a confirmé le renforcement de la posture alliée avec plus de 300 000 forces en haut niveau de préparation. Il s'agit de troupes alliées préassignées à des missions de l'OTAN le plus rapidement possible. Le chiffre est fait pour impressionner. Au sein de la délégation française, on ne le commande pas. Il ne correspondrait qu'à une addition de troupes mobilisables. Il n'aurait pas été discuté en tant que tel. Mais globalement, c'est en train de passer crème, mais les États-Unis donc font ce qu'ils veulent chez nous. Voilà, ça fait longtemps déjà qu'ils ont des accords pour trimballer du matériel militaire depuis les ports français jusqu'en Allemagne, puisque leur base arrière est surtout en Allemagne. Maintenant, ils vont avoir une base arrière en Pologne. Joe Biden clairement intensifie la colonisation par les troupes. Une fois que vous avez des troupes de Rome chez vous, vous êtes un peu romain déjà. Donc l'empire aujourd'hui, c'est l'empire américain, empire finissant, empire surendetté, empire malade, mais on a choisi notre camp. Voilà. Je dis pas que c'est une bonne... Bon, le gaz de schiste américain, c'est top. Hein. C'est très bien pour la planète. C'est très, très bien pour la planète. En 2022, quand même, on sent que les choses s'accélèrent. Et si on ne fait rien, on va avoir la guerre. On l'a déjà, mais je veux dire, plus. Donc, voilà. Donc, c'est quand même assez moche. Donc, on s'est déjà entraîné pour la délation du voisin non vacciné. Il va peut-être falloir continuer. Et puis, voilà, au cas où, préparer les valises de charcuterie. On ne sait jamais où ça va nous emmener tout ça. Vous allez voir, on va parler des nazis tout à l'heure aussi. Encore les nazis. C'est incroyable comme on parle des nazis en ce moment. C'est fou. Comment ça va s'arrêter ? Pas, en fait. Pas. On est parti pour durer. Ça, c'est un oligarque russe qui en a un peu ras-le-bol de la guerre en Ukraine. Lui s'appelle Oleg Deprikaska. Il est fondateur de Rusal, le numéro 2 mondial de l'aluminium. C'est donc un oligarque influent, important. Il parlait pour la remise des diplômes des étudiants de l'école de commerce de l'Université d'État de Moscou. Et voilà un discours qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Lui, milliardaire maintenant, qui est passé par cette école, a établi sans détour son bilan de la situation actuelle du pays et dit que l'opération militaire spéciale en Ukraine est une erreur colossale. Devant les journalistes également présents, pour lui, est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie de détruire l'Ukraine ? Bien sûr que non, a enchaîné l'industriel, répétant à plusieurs reprises la formule d'erreur colossale. Il a même employé le mot de guerre, alors que les autorités russes ne veulent pas employer ce mot, mais parlent toujours d'opération spéciale. Donc, on voit que ça bouge du côté des oligarques. Puis la réponse apportée aux sanctions occidentales, déplorant que 120 jours après le début du conflit, les décisions nécessaires n'ont toujours pas été prises à Moscou pour atténuer l'impact des restrictions sur l'économie russe. Les sanctions sont bien sûr plus pénibles pour la Russie que pour l'Occident, c'est évident. En même temps, c'est chiant pour tout le monde. Les Russes ont du gaz, donc ça va. Nous, on n'en a plus vraiment. Et puis, surtout, lui, il gueule parce qu'il a vu sa fortune fondre cette année. Il ne pèse plus que 1,7 milliard de dollars contre 3,8 milliards l'an dernier. Donc, tu passes de 4 milliards à 2 milliards, quasiment. Oh là là, loulou, ça en fait des milliards de perdus quand même. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais payer le kérosène de mon jet Preman ? Bref, on voit bien que c'est un peu ce qui est en train de se jouer dans l'après-guerre en Ukraine. C'est la passation de pouvoir, bien sûr. C'est la fin du pouvoir de Vladimir Poutine. Combien de temps va-t-il rester au pouvoir ? Comment va-t-il organiser sa transition, son héritage, la suite ? Quels vont être les camps en présence qui vont se tirer la bourre pour reprendre le pouvoir ? Vous avez d'un côté le FSB, le renseignement, de l'autre côté l'armée, puis les oligarques qui veulent aussi leur part du gâteau. Donc l'après-Poutine risque d'être mouvementé en Russie, sauf si Poutine, bien sûr, organise la passation en bonne et due forme, mais ça n'en prend pas visiblement le chemin. Donc voilà, les oligarques qui commencent à ouvrir leur gueule, ça veut dire qu'il se passe des trucs. Nous, nos oligarques, qui sont très contents avec Macron. Il est génial. Et puis, toujours dans le Figaro, un article sur la vie harassante des soutiers de la nouvelle route du blé. Alors, comme le blé ne peut plus partir des ports qui sont bloqués ou fermés, ou certaines voies ferroviaires qui ont été détruites, des routiers sont réquisitionnés pour trimballer le blé jusqu'à la frontière avec la Roumanie, où le blé va être ensuite acheminé vers d'autres ports ou vers l'Europe. Alors, c'est des trajets de 24 heures parfois, avec des temps d'attente dans les ports où est chargé le blé qui ne charge plus dans les bateaux. Et
un bateau, c'est 4500 camions. Il n'y en a pas 4500, évidemment, autant que de bateaux. Certains routiers lâchent l'affaire tellement c'est trop fatigant. Mais l'idée, c'est de continuer à commercer le blé, même en temps de guerre, puisqu'on commerce bien le gaz, mais le gaz, ça passe tout seul dans les gazoducs, donc c'est plus facile. Ça, c'est notre champion. Ça, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron, le champion. Pardon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Dès que je vois l'image de ces petits strions, je me sens bien, je me sens heureux. Je me rappelle qu'il est président de la France et qu'on a une chance formidable. Alors, je suis vraiment, vraiment très, très heureux de vous annoncer ce soir un documentaire sur France 2, sur le service public, au cœur du pouvoir. Guy Lagache, c'était le beau gosse de M6 qui est passé très rapidement à la tête de Radio France, qui a été embedded avec Macron pendant 6 mois, pile au cœur de la crise ukrainienne en février, et puis avec la campagne, et il a pu filmer avec son téléphone portable, avec des micro-caméras à l'arrière des voitures présidentielles, dans les bureaux et partout, les réactions de Macron aux événements de ce monde. Alors c'est formidable, hein, c'est encore un truc génial, où le président se met en scène, il ne sait faire que ça de toute façon, et puis pub. Ah oui, mais désolé, hein, mais la pub, ça permet aussi de faire vivre ce stream, de ne pas être striké trop, de monter aussi dans les algorithmes. Donc, désolé les copains. Après, dans les replays, il n'y a pas la pub sur YouTube. Donc voilà, mais sur Twitch, c'est vrai, il y a des pubs. Et pourtant, je les ai réduites. Hein. Alors, si peut-être qu'ils m'ont remis un truc. Alors, à ne pas louper la scène avec Poutine au téléphone, évidemment. À ne pas louper non plus la scène du canard en plastique qui fait coin-coin. À ne pas louper non plus la scène avec Brigitte, hein, qui lui explique comment on joue au Monopoly. Non, tout ça, c'est formidable. Hein. Et si tu subs, il n'y a pas de pub. Et si tu subs, il n'y a pas de pub. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous n'aurez plus de pub. Alors je dis pas ça, je sais que c'est cher l'abonnement, qu'avec Prime, tout le monde n'a pas envie de s'abonner. Mais voilà, nous on a besoin de la pub. Désolé, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Et c'est chiant, et je sais bien. En tout cas, c'est ce soir sur France 2. Si vous voulez recracher votre tisane ou je sais pas ce que vous buvez à cette heure-là, hein, chacun son truc, vous pourrez voir ce formidable reportage de Guy Lagache. C'est dans les Échos. L'autre canard à Bernard Arnault. Il est très fâché, Bernard. La candidature de Coquerel inquiète. Eh oui. Et oui, la NUPS présente à la commission des finances, fille comme France Insoumise, Éric Coquerel. Éric Coquerel, son profil inquiète parce que c'est un gauchiste. Alors c'est un gauchiste quand même qui a fait Sciences Po et l'ESSEC, hein. Mais même là, c'est un gauchiste quand même. Il a des positions beaucoup trop tranchées. Je crois qu'il aimerait faire un peu d'audit et qu'il aimerait surtout lever quelques secrets fiscaux. Hein. Ah, on pourrait trouver des choses sales. Comment ça? Des personnages influents de la République pourraient être mêlés à des scandales financiers? Mais enfin, cela pourrait saper la confiance des citoyens dans le processus démocratique. Mais ce serait bien, putain, que pour une fois, il y en a un qui fasse son boulot à la commission des finances. D'ailleurs, Éric Coquerel était membre de la commission des finances avant de briguer la tête de cette commission. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Il sait très bien ce qu'il fait et où il met les pieds, Éric Coquerel. Alors, oh là là, mais c'est un gauchiste. Et alors ? Mais putain de milliardaire de merde, t'en as pas marre de planquer ton pognon et d'avoir peur pour ça? Donne-le un peu, t'auras moins peur, tu vois. Et pas que pour Notre-Dame, hein. Donne. Allez, donne. Allez, va-t'en maintenant. Va dans ton jet, va-t'en. Ah là là, faut tout leur dire. Non, les mecs, ils sont comme ça, à Monaco, comme ça, dans les ghettos de riches. Des fois, ils te rendent compte avec toute cette immigration massive, des gens qui vont venir nous produire nos milliards. Dieu macroniste! Ah, mais bien sûr qu'ils vont voter pour LR avec le RN, ils vont se mettre d'accord pour que Coquerel n'ait pas le job. Ça va se passer aujourd'hui, ça va être lamentable. Comment voulez-vous qu'on continue à avoir confiance dans le processus démocratique avec une bande pareille? Ah, c'est affreux ce que je viens de dire, c'est totalement anti-parlementaire, c'est carrément populiste. Quelle honte. Ma petite voix intérieure vient de me dire que j'aurais pas dû dire ça. Non, en fait, elle vient de me dire bravo, bien balancé, continue, Tintin, balance-leur toute leur merde à la figure. Elle me parle comme ça, ma petite voix intérieure. C'est tous les matins, elle me dit des trucs. Je suis là, mais non, mais je peux pas dire ça. Si, vas-y. Ouais, mais ça va encore faire populiste. Mais vas-y, c'est bien. D'accord.
Voilà, donc les castors, j'espère qu'ils viennent de comprendre que Macron était un facho comme un autre, que le bloc bourgeois est là pour nous taper sur la gueule et que ça va très mal finir toute cette affaire. Hein, notamment avec davantage de paupérisation et encore plus de violence. Tout ça parce que les mecs, ils veulent pas qu'on voit qu'ils ont planqué des sous, les petits écureuils. Hein? Alors, t'as mis où tes noisettes? J'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu les mettre dans le tronc là-bas. Pas du tout. Hein? Pas des noisettes. Non, c'était des bouts de fromage. Écoute-moi, Quickie. Je t'ai vu planquer tes noisettes. C'est pas la peine de faire semblant. Je sais que t'as mis un paquet de milliards de noisettes dans ce putain de tronc là-bas. Non, pas des noisettes. Voilà, putain. C'est dingue. Quickie Arnaud. Quelle indignité. C'est l'âge de glace, quoi. Ah, bah là, devait y avoir une image. Ah, bah si, c'est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe qu'il va y avoir la guerre et la famine. Non, parce que la guerre sans la famine, c'est pas vraiment la guerre. Et alors, pourquoi? Eh bien, amplifiée par la guerre en Ukraine, la crise sera d'autant plus grave que le conflit intervient dans un contexte déjà fragilisé par la hausse de la population mondiale et la faible croissance de la productivité du monde agricole. 8,6 milliards d'êtres humains, ce sera la population mondiale en 2031. On est 7 milliards, ça croît de manière incroyable. Le conflit donc intervient dans ce contexte tendu. La population mondiale va passer de 7,8 à 8,6 milliards. L'Afrique subsaharienne, l'Inde et le Proche-Orient, l'Afrique du Nord sont responsables des 2/3 de cette progression. De ce fait, la consommation alimentaire mondiale devrait augmenter de 1,4% par an au cours de la prochaine décennie. Sur la même période, la production agricole mondiale, elle, devrait augmenter de 1,1% par an. Petit manque à gagner. Le surcroît de production devant être principalement réalisé dans les pays en développement et les pays pauvres. Avec la guerre en Ukraine, une hausse prolongée du prix de l'énergie et des intrants agricoles, tout ça va limiter la croissance de la productivité et de la production dans les années à venir. Donc on va encore produire moins par rapport au fait qu'il y a plus de bouches à nourrir. Donc on va finir par manger des humains. Bon là, il y a quelques étapes quand même de conseils de déontologie à passer avant de faire que le cannibalisme soit mainstream. Hein. Mais globalement, il va bien falloir trouver des solutions. Hein. Donc dis donc, toi l'Indien, tu manges du riz? T'es végétarien? Bon, c'est bien. Écoute, on va te manger, ça ira plus vite. Non, messieurs, dames, pas de cannibalisme, on a dit. Non, on va éviter ça. Soleil vert, quoi. Vraiment, mais on est... Putain, tu te dis, mais c'est pas possible. Si, pour le CD, la productivité agricole devra augmenter de 28% au cours des 10 ans à venir pour que la communauté internationale atteigne l'un des objectifs de développement durable, à savoir l'éradication de la faim dans le monde. Voilà, c'est plus du triple de l'augmentation de la productivité enregistrée au cours de la dernière décennie. Évidemment, le pari est loin d'être gagné, pour ne pas dire que c'est foutu d'avance. Voilà, donc on va crever la dalle. Alors pas nous forcément, parce que nous on est les enfants gâtés de la mondialisation, mais des gens vont crever la dalle, tout ça parce que voilà, on est de plus en plus nombreux et que on a du mal à produire de tout. Alors sans doute que les lobbies vont arriver en disant mais on a un super truc OGM qui permet de manger de l'OGM très rapidement, sans doute qu'on va nous faire bouffer des insectes, sans doute qu'on va nous sortir des solutions de pizza imprimables, de choses formidables pour sauver les enfants de la faim dans le monde, mais globalement c'est foutu. Hein. Voilà. Faut savoir que les États-Unis sont, eux, en pénurie de lait infantile. Ils ont été obligés d'importer. Nestlé a été très sympa en disant « Ouais, c'est bon, on vous en envoie du lait en poudre, vous inquiétez pas. » C'est des mecs qui vendent des armes. Hein, mais pour faire du lait, c'est plus compliqué. Donc on va avoir plein d'armes, mais pas assez de patates. C'est dingue, hein. Donc commencer à jeûner, peut-être. Hein, c'est plutôt pas mal. Commencer à jeûner, c'est voilà. Hein, ou... remplissez des valises de charcuterie. Voilà, il y a 2 écoles, hein, c'est vraiment la frugalité ou je fais des stocks. Je t'ai vu, Quickie. Tu as mis 1 milliard de noisettes dans le tronc là-bas. C'est pas des noisettes. Si, c'est des putains de noisettes, Quickie. Enfin bon. Le stock de moutarde, ça va être compliqué. Mais, ne faites plus d'enfants, ou mangez-les, hein, tant qu'à faire, hein, au point où on en est, j'ai envie de dire. Bon, non mais voilà, c'est la situation. Le tableau global est quand même... Après, t'as des mecs qui disent, on n'a jamais été aussi riche, ça s'est jamais aussi bien passé dans le monde, c'est quand même super, le monde n'a jamais été aussi sûr. Tu prends de la drogue,
Ah non, t'es progressiste, excuse-moi. Ah oui, j'avais complètement oublié, je suis con, putain. Ah là 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 là, c'est assez dingue. La finance va mal, pas de problème, une bonne guerre et ça repart. Dès que la bulle financière explose, de toute façon, c'est toujours pareil, on vous pond une putain de guerre. C'est l'aristocratie financière. J'avais interviewé Marc Chenet, ancien doyen d'HEC, à ce sujet, qui a écrit un formidable livre sur la crise financière et le capitalisme, la finance casino, qui explique très bien ce mécanisme. Oh, Florence Parly, on applaudit Florence. Entre ici, Florence, tu as traversé la rue du Faubourg Saint-Honoré, tu es passé de Dior à LVMH, tu es passé du ministère des Armées à Air France KLM. Bravo, bravo. C'est un retour aux sources pour Florence, qui va rentrer au conseil d'administration d'Air France KLM. Au-delà des jetons de présence, là, bon, non, elle va sans doute... bien sûr, prendre la présidence du conseil d'administration. Donc, c'est carrément un vrai super job de richou. Alors, le richou, quand t'es dans la merde, t'as d'autres richoux qui arrivent pour te dire, t'as besoin de combien ? Bah, il me faudrait 10 000 balles par mois, minimum. Sans ça, je m'en sors pas. Hein. Mais attends, on t'a déjà filé un appart gratos, t'as un chauffeur, t'as des gardes du corps, t'as un bureau privé. Et ah bah oui, l'argent de poche, on avait oublié. Bon, bah, mettez-la au conseil d'administration, d'accord, ou je sais pas quelle connerie, là. Les Qataris, tu aimes les Qataris ? Oui ? Bon, alors... Attends, j'ai un ami, oui. Oui, Cheikh, comment allez-vous ? Ah, très bien. Non, c'est pour une amie, oui, vous la connaissez, bien sûr, on avait dîné la semaine dernière, oui. Voilà, ou simplement, bon, dans un sac de sport, en liquide, oui, comme d'habitude, avec plaisir, je viendrai au golf avec du matériel. Merci, Cheikh. Voilà, ça se passe très bien comme ça. C'est la vie rêvée des riches. Toi, t'es là, tu fais... alors j'ai mis à jour mon CV. Bon, t'as le mec de Pôle emploi qui te regarde, qui dit ouais, mais bon, vous avez 55 ans. Je vous cache pas que ça va être très difficile. Hein. Il va falloir peut-être faire une petite formation. Hein ? D'accord ? En quoi ? Vous aimez essuyer la merde ? Bah non, mais bon, on manque de bras dans les EHPAD. Hein. Ah oui, mais j'ai pas envie de faire ça. Mais ta gueule ! Tu crois que c'est comme ça que tu vas trouver du travail ? Hein ? Tu crois vraiment qu'on va encore te payer à rien foutre ? Allez, va faire ta formation pour essuyer du caca. Quel monde génial quand même, on a de la chance, hein. On a vraiment de la chance. Ils se mettent bien, hein. Ouais, Blanquer qui a son petit poste sur mesure, Parly qui va là, Ferrand, je sais pas ce qu'ils vont lui trouver, mais ils vont trouver un truc. Bayrou qui était au conseil du machin, des trucs. Ah, alors là on va rigoler. Ah, je vous avais parlé de la fin des moteurs thermiques. L'Europe ouvre la porte au carburant de synthèse. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quel est un carburant de synthèse ? Eh bien, c'est des carburants qui ne sont pas vraiment du pétrole. C'est les ministres de l'Environnement qui se sont mis d'accord pour la réduction des émissions de carbone des voitures neuves en 2035, qui va interdire les moteurs thermiques. Mais ils ont accepté qu'il y ait la question des hybrides rechargeables et des carburants de synthèse. Ils vont en reparler en 2026, en disant « Bon les gars, on a survécu à l'attaque nucléaire. Il reste combien de mecs là en Europe ? Est-ce que tous peuvent avoir une bagnole ? Non, bon, alors tous en électrique en 2000. D'accord, mais d'ici là, non, les mecs te disent, non, on va peut-être faire un peu de carburant de synthèse. Alors, c'est pas neuf. Ce qui est très drôle, c'est que le carburant de synthèse a été utilisé par les nazis. Ah, toujours dans les bons plans. Incroyable, cela. Incroyable. La question n'est en réalité pas nouvelle. Utilisée pour la première fois à grande échelle par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, les carburants de synthèse à base de houille, de lignite ou de gaz naturel permettent de compenser les faibles réserves allemandes en pétrole. Toujours un problème d'énergie, l'Allemagne. C'est un pays énergético-dépendant, donc voilà. Comme les Américains veulent surtout pas que les Allemands prennent du gaz russe, on en est avec la guerre en Ukraine et ça va très mal finir. Mais globalement, les nazis avaient prévu le coup et donc ils roulaient sale, avec du gaz, des machins. Mais ils ont délaissé après la découverte de larges champs pétrolifères en Arabie Saoudite et là ils se sont dit c'est bon, on a du pétrole et des idées. Des super idées. Et là, tu te dis, bon, bah alors, très bien, donc les nazis l'ont fait, donc qu'est-ce qui pourrait se passer mal ? Eh ben, rien du tout, parce que, regardez, dans l'automobile, ces carburants sont portés par un constructeur. Porsche ! Moi, ça ne sera pas un constructeur allemand, mais bien sûr, oui. Et la filiale de Volkswagen ? Encore des Allemands, oui, qui développent avec Siemens, une entreprise allemande, dans la province de Magallanes, au Chili.
Là, tu dis, attendez, ça fait 3 entreprises allemandes avec un pays où tous les nazis se sont réfugiés qui sont en train de faire un truc test sur les carburants de synthèse que les nazis ont déjà fait. Mais c'est pas un peu gros tout ça? Oh mon dieu, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Non, mais là-bas, l'électricité est générée par éolienne et produite par électrolyse. Donc, ils font de l'hydrogène recombiné à du CO2 prélevé dans l'atmosphère, transformé en e-méthanol, un électrocarburant liquide facilement stockable et transportable, ce qui rend son exploitation économiquement viable. Alors, c'est très polluant pour le moment, mais ça promet. Et alors, c'est porté par des entreprises allemandes au Chili, comme je vous le disais. Non, mais on croit rêver. Tu dis, même les Simpsons ne peuvent pas l'écrire, ça. Même les Simpsons ne peuvent pas l'écrire. Je suis au sol. Et moi, quand j'ai lu ça, j'étais au sol aussi. Hein. C'est dans les Échos, et les mecs, ils écrivent premier degré là-dessus. Et tu fais, non. Les gars, non, mais vous avez vu. Vous avez vu quand même. C'est énorme. Et ouais. C'est assez incroyable. Ah là là. Et ben, puis ça, sachant que les Allemands vont bientôt avoir la première armée du monde. Mais comme on est copains, ça va bien se passer. Il va falloir que ça se passe bien. S'il vous plaît, monsieur l'Oberstrumpfahrer. Vous savez, mon voisin, il n'est pas vacciné. Ah, vous en foutez maintenant de ça? D'accord. Bon, ben qu'est-ce qu'il faut dire alors pour être bien avec vous? Vous traquez les... D'accord. Non, mais sérieusement, quoi. On en est là. Non, mais... allez, on va passer maintenant. Bien sûr qu'ils ont gagné, c'est assez terrible. Le mea culpa des banquiers centraux sur l'inflation. Bon, comme ça se voit qu'ils ont menti comme des gros porcs, ils font un mea culpa. Ils étaient à Sintra au Portugal. C'était un petit forum, le ECB Forum, European Central Bank Forum, où tous les banquiers centraux étaient là. Pour le forum de la Banque Centrale Européenne, alors il y avait bien sûr Lagarde, mais il y avait aussi le patron de la Fed, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et ils se sont dit, il faut combattre l'inflation galopante. Mais ils ont reconnu qu'ils s'étaient un peu trompés dans leur appréhension du phénomène. C'était l'événement. Alors, ils te disent... Alors, Christine Lagarde, au début de l'inflation, elle dit « Ce sera une petite dodane, hein, ce petite bosse, et très vite, on va retomber. Hein. » Bon, déjà, elle disait ça en décembre. Tu savais que c'était plié, qu'elle mentait éhontément. Hein. Bon, mais elle, toute la presse économique reprenait. Parce que l'idée, c'est un mantra, en fait. C'est la méthode Coué. Pour que les marchés dévisent pas, tu leur racontes des cracks et tu dis « Mais c'est bon, c'est vrai, c'est un banquier central qui l'a dit. » Ça vaut la parole de Macron. C'est à peu près du même niveau de certitude, du même niveau de part de vérité. Fact-checking. Les banquiers centraux disent de la merde. En tout cas, là, c'est assez impressionnant. Attendez, qu'est-ce que vous parlez? On y mange des homards. Vous parlez du forum. Mon Kangoo pour une Porsche, bien sûr. Oh putain, c'est fou. Ouais, Sintra, oui, bien sûr, ils sont pas allés à Maubeuge, hein, bien sûr. Et donc, pardon, je perds le fil parce que j'essaie de vous lire en même temps, excusez-moi. Et que je suis pas encore au taquet. La nouvelle ère, donc promise par Christine Lagarde, après avoir raconté des cracks, mais vu que ça se voit, ils sont obligés de dire non, on s'est un peu trompé, excusez-nous. Ce qui est certain pour les intervenants, c'est que nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère. Je ne pense pas que nous allons revenir à un environnement de faible inflation, a affirmé Christine Lagarde. Mais tu le savais déjà quand t'as menti en disant que ce serait un dos d'âne. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous êtes à des postes de responsabilité pour se foutre de la gueule du monde et faire de la merde? Pourquoi c'est vous qui êtes au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? En plus, il faut savoir que les banquiers, il n'y a aucun processus démocratique. Le banquier central, il est nommé par des mecs pour dire « Bon, toi c'est bon, tu vas bien mentir. Hein, on t'a bien mis là, comme ça, hop, t'es bien payé, tu te tais, tu te dis ce qu'on te demande de dire. Bien, chef. » Ça marche bien. Nous apprenons à faire avec, a confirmé Jérôme Powell. Ce dernier vient de mener la remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, la plus rapide depuis plus de 30 ans. Une violence qui alimente les craintes d'une récession outre-Atlantique. D'autant qu'il avait lui-même reconnu devant le Sénat américain que l'hypothèse était crédible. Ouais, les mecs savent que ça va péter, mais là, ils font encore comme si ça allait aller. Hein. Entre, il n'y a plus de bouffe, la bulle financière explose, on a fait de la merde, puisque l'inflation, c'est nous, en créant de l'argent magique, puis aussi on a enfermé tout le monde avec le Covid, la guerre en Ukraine, on ne sait pas où ça va, mais visiblement vers une guerre mondiale. Hein. Allez, hop, le Great Reset de Papy Schwab.
Ah les gars, putain, mais cassez-vous en fait, foutez-nous la paix. Je suis sûr qu'on peut arrêter cette guerre très rapidement, récupérer le blé, faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine, et puis pour l'argent magique, bon la dette on l'annule, hein, pour ceux qui ont de la dette, c'est pas grave, de toute façon vous savez plus quoi faire de votre thune, donc un peu moins, un peu plus, de 4 milliards à 2 milliards, tu gardes quand même 2 milliards dans ta poche, donc ferme ta gueule. Et ça se passerait très bien. Mais non, parce que Quickie l'écureuil vaut toujours plus de noisettes dans son putain de tronc d'arbre. C'est incroyable. Non, j'ai pas oublié le Covid. Le Great Reset, il est là, devant nos yeux, c'est formidable. Et puis le point, on passe du coq à l'âne, hein, après tout, c'est un peu comme ça aussi dans cette revue de presse. Le point qui, en couverture, se demande où est passé le goût de l'effort. C'est vrai, les journalistes qui font un travail d'enquête minutieux, qui recoupent les sources, où c'est passé tout ça, hein? Bande d'incapables, bande de soutenus à bout de bras par les États, bande de... Allez, au revoir. Sinon, dans la catégorie tout va bien, Société Générale et Crédit Agricole et Natixis, BPCE, musclent leurs équipes affaires spéciales pour accompagner le retournement de conjoncture. Il faut lire que, comme ça va péter, il va y avoir plein de faillites, et donc là, ils nous font des équipes spéciales liquidation d'entreprise. Ça va très bien se passer. Voilà, ça s'appelle affaires spéciales. Attention, affaires, l'entreprise va liquider avec un plan social de plus de 1700 employés. Tout ça pour le goût de... Non, mais sérieux. Attention, tu t'énerves si tu chantais un peu. C'est vrai que j'ai pas beaucoup chanté ce matin. Le fameux changement de paradigme, hein. Ça s'appelle affaires spéciales, le retournement de conjoncture ou le changement de paradigme. Je crois que nous allons avoir affaire à un retournement de conjoncture. Ça s'appelle une crise, c'est un crack même. C'est un retournement de conjoncture. Il faut changer de paradigme, hein. Vous savez, quand la conjoncture se retourne, il est temps de changer de paradigme. Ouais. Et te foutre un gros point dans la gueule aussi, c'est possible? Non? C'est combien? Vous m'avez pondu un rapport sur la violence en entreprise. Le DRH a donc annoncé qu'il y allait avoir un retournement de conjoncture et qu'il fallait changer de paradigme avant d'annoncer un plan social. Il se trouve qu'un délégué syndical lui a balancé sa tasse de café au visage et l'a roué de coups jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Bon, c'est inacceptable cette violence. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, non mais c'est très bien, c'est très bien. Non, c'est les cabinets de conseil qui leur vendent leurs éléments de langage pourris. Et puis, on applaudit Yves-Marie Kahn, ex-conseiller d'Agnès Pannier-Runacher à l'industrie, qui rejoint Sylvain Faure, autre conseiller, au sein de FGS Global. Bravo, bravo! Ah là là, le gouvernement des lobbyistes a de beaux jours devant lui. Alors, FGS Global, si vous ne savez pas ce que c'est bien sûr de la novlangue, c'est bien sûr un cabinet de conseil anglo-saxon. What we do! FGS Global is the strategic advisor for the stakeholder economy. Ça, c'est du langage Davos, hein, la stakeholder economy. The only constance in your business is change. You need sound strategic advice, deep experience, real-time intelligence, and flawless execution. We founded FGS Global to bring you these tools and more. Super. Ça coûte 500 000 balles le rapport pour le prof du futur, tout ça, voilà. The stakeholder economy is complex and difficult to navigate. Ta gueule en fait. C'est l'économie, tes conseils, ils coûtent cher pour me dire que je dois virer des gens et prendre des sous-traitants comme toi, c'est bon. Merci. Winning support across audiences in a fast-moving, interconnected world is more important than ever. To succeed, you need sound strategic advice, deep experience, blah, blah. Et en plus, il recycle, ça c'est une autre page du site. FGS Global is strategic, remachin. Non mais c'est incroyable. Alors, ils font de la corporate reputation and leadership strategies, crisis and issue management, government affairs, policy and advocacy, transaction and financial communication, transformation and change. Eh ben voilà, tu passes d'un cabinet ministériel à un cabinet de conseil, c'est normal, c'est ta vie, c'est la belle vie en Macronie. Ok, guys, shut up. Shut the fuck up. Is our new global strategic advisor for the stakeholder economy. Shut the fuck up is actually giving you the best sound advice to navigate in the deeply complex stakeholder economy. Wow! Putain de merde.
Ah, mais on est mal, c'est écrit, hein. Voilà, c'est assez facile. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas parlé de quoi ce matin? Est-ce qu'il y a déjà tendance, inflation, Coquerel, Macron, Benalla, l'AREM? Mais il se passe pas grand-chose. Hein. Il se passe pas grand-chose. C'est quand même... ouais. Ah là 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 là. Ah bah oui, voilà. La dette, une solution face à la crise planétaire. Ok, c'est un livre qui sort qui va être intéressant. Total Energy, ah si, génial. Total Energy va proposer 12 centimes de ristourne par litre dans ses stations-service sur autoroute cet été. Ah, ça va s'ajouter à la remise déjà des 15 centimes, donc ça va faire 27 centimes de ristourne pour que le carburant soit à 2 euros quelque chose. Sinon, il serait à 2 euros plus. C'est génial. Tiens, pour le personnel, fais rouler ta bagnole. Dis donc, connard, tu vas pas partir en vacances parce que le pétrole est trop cher. Non, regarde, on te fait une petite ristourne de 27 centimes. Maintenant, tu peux partir en vacances. Voilà. Non, la chanson du macroniste avec la voix... Non, je vais pas pouvoir. Ça va être compliqué. Je sais pas. Non. Bon, on va travailler là, cette chanson. Je vais peut-être couper le stream et me mettre à vieux macroniste là. Travailler un peu. Il faut que je travaille un peu. Concerne très peu de stations-service puisque c'est uniquement celles qui sont sur autoroute. Et puis on parle de 27 centimes pour le personnel. Dis donc, Wiki, j'ai vu toutes tes noisettes dans le tronc, hein? Alors on va aller les chercher. On va prendre une tronçonneuse, on va faire tomber l'arbre. Ah ouais, Cookie, c'est comme ça. Non, pas mes noisettes. Si, Cookie, c'est fini. Et c'est comme ça. Bon, c'était la revue de presse du monde moderne. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un vrai plaisir. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Patreon, le monde moderne, pour les mugs, les t-shirts et tout ce qui va avec. Twitch ici, vous pouvez vous abonner ou simplement nous suivre ici. YouTube également, où vous avez les replays de la chaîne du monde moderne, c'est tous les matins, c'est la revue de presse. Merci aux modérateurs, merci aux Modernos, la meilleure communauté de Twitch. Merci à vous tous pour vos idées phénoménales. Merci la vie, merci Gérard Larcher. Je sais pas s'il faut lui dire merci, mais quand même, on sait jamais. Merci. Ça va comme ça, là, ça va. Oh, allez, prenez pas tout ça trop au sérieux. On a le Discord aussi, j'ai oublié le lien du Discord. Merde, bordel. Vous avez tout à fait raison. Je vais rajouter le lien du Discord de ce pas et vous l'aurez demain. Demain, c'est Antoine, j'espère, qui pourra faire cette revue de presse. Moi, je ne pourrai pas être là. Mais en même temps, la semaine a été riche en conneries. Donc, on va continuer de raconter l'effondrement avec l'envie de rire et de pleurer en même temps. Voilà. Allez, bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux comme d'habitude et à partager un max le lien de cette revue de presse. Vous êtes les meilleurs et prenez soin de vous surtout. Prenez bien soin de vous. Hein. Attention parce que là, ça va couper.